Bonsoir, bonsoir, bonsoir à ceux qui sont déjà là. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Oui, Santa Claus Gift, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, je suis un peu crevé, je l'avoue. Euh, je suis crevé parce que hier soir on a été manger dans un bouchon lyonnais avec des camarades de promo là, c'était super chouette. Je me suis couché vers 1 heure du matin et le truc c'est que je me suis réveillé, je sais pas, il devait être genre 5 heures du mat. Et je me suis genre assoiffé comme jamais, et j'ai pas réussi à me rendormir. Enfin, je suis allé boire et tout ça, et j'ai pas réussi à me rendormir. Du coup, j'ai dormi 4 heures, et j'avoue que je suis un peu dans le pâté. Donc, on va y aller tranquille, hein. On va pas, je pense que ça va être peut-être pas le plus dynamique que j'ai fait, mais bon, on va y aller quand même. Ah, salut à toi, Syndica, qui vient juste d'arriver. Ouais, donc voilà. Bon, pour introduire. Oui, tout à l'heure, bon, juste comme ça, petit conseil culture. J'étais en train de regarder en mangeant Manon des Sources. Je sais pas si vous connaissez. Super film. En plus, il y en a deux. Attendez. C'est adapté d'un livre de Pagnol. C'est sur Netflix. Et je sais que dans le premier. Alors, c'est Manon des Sources. Et le premier, c'est Jean de quelque chose. Ouais, voilà, le film qui date de 86. Et dans le premier, il y a Gérard Depardieu qui joue dedans. Enfin, c'est vrai, c'est vraiment top. Et c'est genre une histoire, c'est genre 19e siècle un peu. Enfin, un peu, c'est genre 19e et genre un personnage qui, une sorte d'un un petit notable de ville qui vient s'installer un peu en campagne dans le sud de la France et qui décide de faire un élevage, etc. Machin, bref, et ça crée des jalousies et tatati tatata. Et bon, je vais pas vous spoiler, mais en vrai, c'est top. Voilà, une bonne, une bonne. Ah punaise, à chaque fois j'oublie de changer mon écran. Mais bon, pas grave. Maintenant des sources, allez-y voir sur Netflix, c'est super. Et après, c'est Jean de la Fontaine. Alors, je me souviens plus du nom du premier, mais ça sera conseillé aussi. Donc voilà. Bon, alors le programme de ce soir, donc trois articles, comme d'hab. Hop, je bascule là-dessus. Donc, le premier, c'est sur la revue des médias proposée par l'INA. Donc voilà, qui se penche vite fait sur, sur comment Twitch devient une salle de meeting politique, comment les politiques, enfin que le fait que les politiques aillent sur Twitch. Donc voilà, un petit article qui dure pas trop longtemps. Ensuite, un truc un peu plus conséquent, mais bon, après c'est Thibaut Prévost, donc c'est toujours super. Une chronique de Thibaut Prévost sur Arrêt sur Image, donc Cryptoland, quand les millionnaires du Bitcoin se cherchent des colonies. Donc ça va être intéressant aussi. Puis en plus, comme il écrit de manière assez dynamique et rigolote avec des petits points d'humour, un point de vue un peu partisan, enfin un point de vue partisan pour le coup, parce que c'est pas un article de presse genre qui tend vraiment à l'objectivité, mais une sorte d'analyse peut-être un peu plus approfondie de ce phénomène-là. Donc voilà, moi j'ai commencé à lire, j'avoue je suis pas allé jusqu'au bout, mais on va le faire ensemble et ça va être très intéressant. Je vous ai préparé une petite vidéo parce que il en parle et je me dis ça c'est intéressant, enfin c'est rigolo à regarder. Et enfin, le dernier truc, c'est comment Wikipédia a été trompé par une cellule de militants pro-Zemmour. Et en gros, c'est genre ah, salut Marglock, comment vas-tu? Comment vas-tu? Et du coup, ouais, je disais, le dernier, ça sera comment Wikipédia a été trompé par une cellule de militants pro-Zemmour. Et donc, en gros, c'est genre un groupe de militants pro-Zemmour. Je suis à Nantes, donc normalement, je pourrais suivre. Ah, super, et ben écoute, ça sera avec plaisir. Est-ce qu'il y a du monde qui arrive en même temps? Ah, c'est bon. Ouais, ah mince, j'ai toujours pas réglé mon problème de chat. Bon, ça fait noir sur noir, mais bon, c'est pas grave. Ah, à moins que je le passe en blanc, comme ça, voilà, comme ça tout le monde peut, comme ça on peut bien voir. Tac, vive Zemmour, ouais. Et, je sais pas pour toi, mais moi ça me fait vraiment penser à Zorglub. Tu sais, dans Spirou, c'est le méchant dans Spirou, là, avec sa Zorglang et tout. Genre, attends, Zorglub. Vraiment, moi ça me fait trop penser à ça, quoi. Le méchant dans Spirou. Euh, Alors attends, il y a une sorte de rayon par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Oula, depuis quand il a une cigarette lui? Ouais, ça c'est les derniers tomes au vu de machin, mais ouais, voilà, c'est ça. Z comme Zorglub. Moi vraiment, genre, quand j'ai vu leur logo, ça m'a trop fait penser à ça, quoi. Genre, trop drôle.
Ouais. Et vive la nuit bulgure. Enfin bon, bref, voilà, ça me faisait penser à ça. Bah, on va commencer par Lina, avec la tête de Jadot, pour ceux qui ne situent pas. Comment on appelle ça? C'est pas le président. Mince, c'est celui qui a la tête du parti Europe Écologie Les Verts, qui a remporté la primaire du coup. Oups, pardon, petit rototo. Ouais, donc comme je disais, Margot, je suis un peu crevé. On va y aller tranquille et tout. Ah oui, là, je vais bien prendre le temps d'articuler parce que mon dernier live, je me suis rendu compte que quand je faisais la lecture, vraiment, j'ai juste réécouté vite fait et c'est vrai que je mitraille. Et du coup, finalement, ça allait beaucoup trop vite. En même temps, le truc était un peu long, tout ça. Bon, bref. Donc, on va y aller tranquillement et puis voilà. Alors, Élysée. Alors, attendez, attendez tout le monde. C'est fait par qui? Cyril Lacarrière. Voilà. Ouais, et je vous conseille aussi Lina, du coup, la revue des médias, Lina, qui est intéressant. En vrai, ils ont plein d'articles qui analysent les médias. C'est un peu comme du arrêt sur image, quoi, si on veut. Quelque part, c'est un peu sur le même segment qu'arrêt sur image. Donc voilà, c'est très chouette et c'est toujours très bien écrit. Donc voilà. Alors, Élysée 2022. Comment Twitch devient une salle de meeting politique. Le candidat Europe, ah, une coquille, je crois. Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, s'est lancé mi-janvier sur Twitch pour aller chercher les moins de 35 ans sur leur terrain. Eh ben oui. Mi-janvier, à 3 mois du premier tour de scrutin de l'élection présidentielle, Yannick Jadot est devenu le deuxième candidat à se lancer sur la plateforme Twitch après Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France Insoumise y domine la catégorie politique avec plus de 83 000 abonnés depuis son apparition il y a 2 ans. Ah, ça commence à parler, hein. Putain, le jour où j'y serai, moi, à ça, à 83 000 abonnés, ça sera beau. J'aurai peut-être la même carrière que Mélenchon. Ah, ah. Pourquoi maintenant? Oui, parce que finalement, la campagne présidentielle, là, franchement, c'est marrant, hein, mais j'ai l'impression qu'elle est presque finie. Enfin, elle n'a pas encore commencé, mais c'est en super court, là. C'est c'est en avril ou c'est en mai, je sais plus. Bientôt, t'inquiète. Non, mais je vais faire 50 000 faux comptes et je vais m'abonner à ma propre chaîne. Genre fenêtre sur Infocom 1, fenêtre sur Infocom 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, pourquoi maintenant? Parce que nous sommes en campagne présidentielle, sourit Romain Aubert, le responsable de la chaîne Twitch du candidat Europe Écologie Les Verts. D'ailleurs, le jeune homme l'assure, l'équipe a choisi de jouer la carte de la franchise. Yannick Jadot n'est pas un streamer, il n'est pas question de jouer aux faux jeunes, on ne veut pas faire semblant, donc nous assumons de venir sur Twitch, car c'est une campagne électorale. Ok. Donc, purement, ça va être purement pour l'exercice de la campagne. Et alors, après, peut-être qu'ils vont continuer après la campagne hein, à entretenir la chaîne, qui sait. Ou peut-être que juste après les élections, ils vont tout arrêter. Ou alors, dès la fin du premier tour, si jamais il passe pas, bon, moi je sais pas. On sait jamais, il peut passer au deuxième tour. Peut-être que dès le premier tour, ça sera fini. Mais bref. Et qui dit campagne dit besoin d'aller chercher des électeurs. Parler aux moins de 35 ans sur ce genre de plateforme participe à une stratégie globale. Le communicant de Yannick Jadot fait ainsi le parallèle avec les meetings en plein air organisés à Rennes ou à Lille, aux heures de pointe par le candidat sur les lieux de passage, ou à l'Assemblée des possibles. Une initiative de la campagne qui doit réunir des Français éloignés de la vie politique. Ah ouais, donc il est carrément allé... il a carrément fait ça dans la rue aux heures de pointe à Rennes. Ah, c'est original. J'ai jamais entendu parler de ça. Comme une sorte d'orateur un peu à l'ancienne, là, genre sur une tribune dans la rue. Donc voilà, là où Jean-Luc Mélenchon est l'alpha et l'oméga de sa chaîne, notamment grâce au rendez-vous Allo Mélenchon, au cours duquel il discute avec des streamers, EELV a installé une série de programmes à l'instar d'une chaîne de télévision. On y retrouve deux figures de la campagne, Sandrine Rousseau, rivale de Jadot lors de la primaire écolo, le mathématicien Cédric Villani, député et transfuge de LREM, mais également Sandra Rigol et Benjamin Lucas, deux nouveaux visages du parti. Et Yannick Jadot dans tout ça. Ah ouais, quand ils disent l'alpha et l'oméga, c'est vrai que Mélenchon, il est très. Genre, au sein de son parti, au sein de la France Insoumise, c'est lui le boss, quoi, hein. Il n'y a pas de gros leader, hein. Donc, oui, c'est pas étonnant que finalement, il focus que sur Mélenchon. Et donc, donc, ELV, ils font le pari de faire une sorte de grille de programme comme la téloche. Mais d'ailleurs, franchement, maintenant, enfin, franchement, ce qui draine le plus de vues, enfin, le plus de viewers sur Twitch maintenant, quand tu regardes,
ça reste bah, genre à l'instar de Popcorn par exemple, ça devient des sortes de, c'est vrai que en s'industrialisant, on va dire, ça se rapproche vachement de ce que peut proposer la télé, et c'est assez marrant parce que finalement c'est sur Twitch, c'est avec des gens jeunes, mais ils ont pareil, ils ont plateau de télé, ils ont une grosse prod derrière, avec une maison avec des gens qui les financent, etc. Donc oui, 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 donc ça fait sens hein, de faire comme ça. Donc un œil dans les coulisses. Le candidat a fait sa première apparition sur sa chaîne vendredi 4 février pour une séquence de questions-réponses avec des utilisateurs de la plateforme. Plus de 80 minutes d'échange, jusqu'à 900 personnes en direct simultanément, plus de 2400 spectateurs sur le live et, à ce stade, une vidéo vue près de 5000 fois. Et ben c'est pas des stats dégueulasses, hein. Bon après la vidéo c'est pas non plus 5000 sur... Attends, la vidéo c'est sur Twitch ou pas qu'elle a été vue? Bah ça reste des chiffres quand même, c'est pas dégueulasse, hein. 900 personnes en direct et 2400 spectateurs sur le live, ça fait rêver. Des chiffres satisfaisants pour la campagne de Yannick Jadot qui, selon Romain Aubert, est sorti de ce direct content et avec l'envie de recommencer. Bah tu m'étonnes. T'es tout seul face à la caméra et c'est vrai, ce qui est très pratique du coup, c'est que genre quand il y a genre dans le live, finalement, même si dans le chat ça parle et ça pose des questions, finalement c'est quand même lui qui est maître des questions qui sélectionne et les trucs qui peuvent l'arranger et tout ça, etc. Et en plus, je pense que c'est entre personnes, ils se sont retrouvés, j'ai pas regardé, mais je pense qu'ils se sont sûrement retrouvés entre gens convertis, quoi. Entre des gens qui avaient envie de voir Yannick Jadot parler. Donc il n'a pas dû être. C'est pas comme sur un plateau télé où les journalistes peuvent essayer de te poser des questions sur lesquelles tu es peut-être un peu plus fragile ou des trucs comme ça, quoi. C'est plus confortable, quoi. C'est plus confortable. Le responsable de la chaîne voit, de son côté, des points à améliorer. Même si nous lui avions dit que le format de Twitch lui permettait de le laisser dérouler le fil de sa pensée, voilà, genre t'as le temps de parler, quoi. Tu vas pas être coupé, tu vas pas être coupé comme ça, quoi. Ses réponses étaient sûrement un peu trop longues. Il faut aussi qu'il prenne l'habitude de prendre lui-même les questions qui viennent du chat pour renforcer l'interactivité. Nous devons travailler sur l'authenticité et qu'il se détende. Rien de plus difficile que d'être naturel. Tu m'étonnes. Oui, parce que quand t'es un amateur comme moi, genre, forcément, t'es un peu naturel. Genre, c'est très confidentiel, genre, c'est très intimiste hein, comme ambiance. Hein. Ah, il y a d'autres personnes qui sont rajoutées. Salut Elisiane, je vois que tu viens d'arriver. Donc, ouais, être naturel. Bon, après, c'est vrai que Twitch, c'est quand même un peu plus détente, tu vois. Genre, c'est pas non plus méga. Enfin, moi, je sais que je prépare pas de ouf non plus, quoi. Même d'ailleurs, oui, miel, tout à fait. Romain Aubert prévient d'ailleurs que si personne ne reprochera à un candidat à la présidentielle de ne pas être sur Twitch, on vous reprochera d'y être si vous n'embrassez pas les codes. Et oui, parce que chaque dispositif a ses codes et ses normes, finalement. Mais j'avoue, je sais même pas c'est quoi les codes. Le fait peut-être que c'est ouais, le fait d'être naturel, genre en mode juste chatting comme ça là, où genre il va pas dérouler tout son argumentaire de manière genre très scolastique, on va dire, de manière très genre en mode discours quoi, avec il va ressortir ses éléments de langage. Assurément qu'il va le faire de manière plus détendue quoi. Donc oui, ça cherche l'authenticité pour créer une sorte de lien avec les viewers du coup et les vieweuses. On vous reprochera d'y être si vous n'embrassez pas les codes. Et, oui. Et tout cela sans jouer aux jeunes. Évidemment. Bah oui, il y a quand même une sorte d'image de vieux schnock qui leur colle à la peau aux politiques. Hein. Une équation parfois compliquée pour les politiques. On se souvient par exemple de Bruno Le Maire face au youtubeur Hugo Travers lors de la campagne de la primaire de la droite en 2016. Et il se retournait loin pour prendre un exemple. Hein. Le futur ministre de l'économie s'aventurait à utiliser un langage qu'on ne lui connaissait pas jusqu'à lâcher un putain, je suis français, c'est la classe, qui avait provoqué plus de moquerie que d'admiration. Ouais, détendu, mais pas trop détendu non plus. Ou alors ça faisait vraiment trop tout un actif d'être naturel finalement. Bah ouais. Oui, et d'ailleurs, ça, je trouve que c'est un truc que tu peux retrouver aussi sur YouTube. Bah, de toute façon, quand les gros youtubeurs, genre Squeezie, etc., ils font des lives maintenant. Ouais, tu sais, genre, même si t'as une maison de production et que c'est un peu industrialisé ta manière de produire ton contenu, euh, c'est vrai que, genre, garder un peu le côté amateur, tu vois. Garder le petit côté amateur pour garder un lien avec les gens, en fait. Pour ne pas. Ouais, pour créer une commu, quoi. Enfin, c'est un truc un peu spécifique à Internet, quoi. Au web en général. D'être naturel, finalement. Ouais, ouais. Après, Après, ça veut dire quoi être naturel, franchement? Parce que du coup, si tu dois, genre, être
avoir l'air plus authentique. Genre, ça veut dire quoi? Être naturel, ça veut dire quoi? C'était un super bouquin que je n'ai pas lu, mais dont une prof nous avait parlé là pour un travail de groupe. C'est de Bernard ou Bertrand? Bon, Lahire, L-A, ça part en philo. Ah oui, bah oui, écoute, hein. Non, là, c'est pas de la philo, c'est de la socio, c'est un sociologue. Genre, il disait, et du coup, c'est son. Donc, Bernard Lahire, et son bouquin, c'est, que je dis pas de bêtises, L'homme pluriel ou un truc comme ça. Et en gros, il documente, enfin, il explique un peu que en fonction du contexte dans lequel tu es, tu vas pas montrer la même personnalité. Et ça, je pense que Margot, que tu peux, enfin Margot, tu peux le, je suis sûr, genre juste tu réfléchis 2 secondes un peu dans le passé ou au quotidien, t'es pas pareil avec tes potes que, que par exemple, comme t'es en stage là, je crois que t'es en stage hein, actuellement sur Nantes. Donc tu vois, genre t'es pas pareil avec tes potes que avec ta maîtresse de stage ou ton maître de stage par exemple, ou avec tes collègues, ou avec ta famille. Tu vois, genre tu adaptes ton comportement en fonction des gens, de tes interlocuteurs et du contexte dans lequel tu es. Donc ouais, donc il faut réussir. Donc, du coup, le challenge, c'est de réussir à même ta famille. Bah oui, évidemment. Donc, être naturel, ça veut dire quoi? C'est très. Même quand t'es tout seul, est-ce que t'es naturel? Enfin, bon, bref. Bref, je pense que. Enfin, même avec n'importe qui, tu t'adaptes, en fait. Tu t'adaptes. Donc, naturel, qu'est-ce que ça veut dire, finalement? Donc, le truc, c'est d'avoir l'air authentique. Tu mottes les mots du clavier. Ah. Ça, j'aime bien ce genre de petit jeu de mots. Donc, le choc des agendas. Il y a une adéquation entre ce qu'est une campagne présidentielle et la nature même de Twitch, décrypte Jean Massier. Ça, je conseille Jean Massier, streamer politique sur la plateforme et parmi les pionniers du genre en France. Lui, il a fait Acropolis, je crois, pendant un fut un temps, et en gros, il commente le Sénat. Genre les débats à l'Assemblée, il commente aussi ce qui se passe au Sénat, etc. Enfin, voilà, il vulgarise un peu ce qui se passe, et puis ouais, voilà, truc politique. Et il fait aussi l'émission Backseat. Il anime l'émission Backseat qui est sur Twitch aussi. Et je crois que c'est ce soir, c'est en ce moment même. Ah, c'est pour ça que je n'ai personne. Il m'a tout piqué, zut. Non, mais ouais, en gros, c'est Backseat et c'est émission politique, pareil, avec 3 chroniqueurs et chroniqueuses. Pour le coup, là, c'est parité, je crois. Et ah, concu, ouais. Enfin, concu. Pour concurrence, faut déjà que je pense qu'il faut des gens à peu près égaux, tu vois. Et ouais, et donc genre t'as Usul qui est, t'as Léa Chamboncel qui fait le podcast Popol, un podcast politique, genre les femmes en politique. Et là, soit c'est une, ah mince, j'ai oublié son nom, je crois que c'est une journaliste au Figaro, journaliste sportive et numérique. Enfin bref, et du coup ils invitent une personne, ils ont une première partie ils ont une première partie où ça débat des sujets d'actualité du jour, quoi, ou de la semaine. Et une autre partie, deuxième partie, c'est un invité ou une invitée qui vient du web en général, genre des streamers, streameuses ou des youtubeurs, youtubeuses, etc. Et pour avoir un peu leur rapport aux politiques. Et ensuite, après, c'est une grosse interview politique avec genre des gens de premier plan, des personnages politiques de premier plan. Genre là, ce soir, ils ont Taubira. Ce soir, ils ont Taubira, mais ils ont eu Poutou la semaine dernière. Et ils ont eu, enfin voilà, ils ont eu Roussel aussi, je crois. Enfin bon, bref, voilà, des gens du premier plan. Et je conseille, c'est sympa. Généralement, c'est là où on entend peut-être des avis un peu plus de gauche que d'habitude. Donc voilà, je conseille. Mais pas maintenant, Margot. Reste avec moi, s'il te plaît. Donc, décrypte Jean Massier, streamer politique sur la plateforme et parmi les pionniers du genre en France. Les candidats sont tout feu tout flamme alors que sur Twitch, se créer une communauté demande du temps, au moins un an, voire 18 mois. Ouais, comme quoi j'ai encore du temps. Et encore, je pense que là, il dit, genre en termes de temps, mais en termes d'implication, ça doit être. Ouais, c'est genre, c'est beaucoup d'heures de streaming hein, pour réussir à faire son petit trou. Alors que les Français sont appelés aux urnes le 10 avril pour le premier tour de la présidentielle, il risque en effet d'y avoir un choc d'agenda. La communauté aime créer des relations privilégiées et les politiques ont tendance à les presser comme des citrons. Or, les gens ne sont pas sur Twitch pour ça, poursuit Jean Massier. Peut-être que cela peut fonctionner sur TikTok, mais pas ici. Donc, apparemment, ça serait une stratégie perdante. Mais il a quand même eu 83 000, non, 83 000 c'est Jean-Luc Mélenchon. Il a quand même eu 2400 viewers et vieweuses hein, sur son live, donc ça fait quand même du monde. Mais après, peut-être que c'est des gens convertis, parce que je pense que le truc, c'est d'essayer
C'est d'essayer d'aller chercher des gens qui vont pas forcément voter, mais qui ont la fibre écologique, etc., et qui pourraient éventuellement aller voter pour Europe Écologie Les Verts. Mais ouais. Mais bon, du coup, en 4 mois, t'as peut-être pas trop le temps de créer une sorte de lien avec les gens qui viennent te voir, quoi, hein, comme il dit Jean Massier. Le créateur de l'émission Sénat Stream, en partenariat avec la chaîne Public Sénat, met également en garde contre les opérations de communication peu appréciées des streamers et des internautes en général. Côté Jadot, on assure que si l'initiative est opportuniste, les discussions existent en interne pour prolonger l'expérience au-delà du 24 avril. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Donc, apparemment, ils sont pas sûrs de continuer, mais ça serait envisageable. Jour de second tour, afin de s'installer à long terme sur Twitch. Preuve en est, assure Romain Aubert, la chaîne du candidat écologiste va s'installer dans une pièce spéciale du QG de Yannick Jadot, une façon de sacraliser le projet et de lui accorder une place centrale, assure son responsable, en vue de préparer 2027. Donc voilà, court article sur... Du coup, mais c'est bien parce que ça montre un peu, genre tu vas pas... Faut préparer un peu ton coup, quoi. Tu vas pas comme ça, comme il dit Jean Massier, ça prend du temps de créer un truc, de créer une sorte d'émulsion, quoi. Et aussi, ça me faisait penser, genre en mode, attends, c'était quoi, il disait met également en garde contre les opérations de communication peu appréciées des streamers et des internautes en général. Et ça, c'est vrai que, euh, avec, comment il s'appelle déjà? Ah mince, celui qui avait invité, Samuel Etienne qui avait commencé à faire des invitations politiques et tout ça, et qu'il y avait une sorte de levée de bouclier à propos de ça, genre, enfin, genre comment hostile inviter ces personnages-là, etc. Et c'est vrai que moi, je vois, je pense que c'est une sorte, cette méfiance envers les politiques quand même. Je pense que ça reste genre une sorte de fond de sauce, genre où le web est une sorte de carré, enfin tu sais, genre de terrain un peu libre, un peu libertaire, où finalement les personnes de l'ancien monde, genre les vieux politiques, n'ont rien à foutre là-dessus. Genre typiquement, genre dans l'esprit comment il s'appelle déjà? Tu te souviens pas de la déclaration d'indépendance du cyberespace là? Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Comment il s'appelle? J'ai oublié. Déclaration d'indépendance cyberespace. Quand il était complètement défoncé. Quand il a écrit ça apparemment. Dont Richard nous avait parlé. Oula. Ah oui, voilà. John Perry Barlow. Voilà. Il est mort il y a pas longtemps, je crois. Il est mort en 2017, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que cette méfiance envers... Tu m'en demandes trop. Sérieux? Oh. Oh, c'est vrai. Bah voilà, je te le rappelle. John Perry Barlow, déclaration d'indépendance du cyberespace. Tu sais, genre en mode très lyrique, en mode ouais, Internet, genre les vieilles puissances n'ont rien à faire, rien à y faire, vos lois ne s'appliquent pas ici, nanani nanana. Enfin, un espace de liberté complet, quoi. Et du coup, c'est vrai que je pense que cette levée de bouclier un peu contre. Et cette méfiance envers le politique. Je t'en prie, merci pour ce rappel, je t'en prie, Margot. Ouais, je pense que ça vient de là. Genre, il y a encore des réminiscences de ce truc-là, quoi. Mm. Mais c'est vrai que je l'ai jamais lu en entier. J'avoue tout, j'ai jamais lu en entier la déclaration d'indépendance du cyberespace. Faudrait que je le fasse. Et en anglais, s'il vous plaît. En original dans le texte. Donc voilà. Ouais, en gros, moi, ce que j'avais bien aimé, enfin, ce que j'aimais bien pour l'article là, c'était pouvoir faire un peu remettre un peu. C'était vraiment pouvoir aborder ouais, cette question de la méfiance un peu là, envers les politiques et de rappeler un peu le fond de source idéologique, quoi. Donc voilà, c'est court. Et maintenant, on va commencer. On avait tout l'article avec Chloé, non? Ah, je sais plus. Je sais plus du tout. Mais bon, après, ça se trouve facile sur Internet, ça. D'ailleurs, hein, ça a bien marché son article. Hein, je crois que j'ai jeté. Oh non! Margot! Je crois que je l'ai jeté direct. Oh là là, si on devait le lire. Bon, après, c'est pas un article scientifique. Hein. Donc, voilà. Et là, on commence le truc vraiment marrant. Cryptoland, quand les millionnaires du Bitcoin se cherchent des colonies. Et c'est pour ça que genre dans mon j'ai bien aimé d'ailleurs zut, comment j'ai appelé le stream là, genre une sorte de crypto boy avec la crypto hill sur Cryptoland, je sais pas quoi. J'aime bien ça. C'est vrai que genre ça me faisait penser un peu genre la Batmobile, la Bat machin là, ça fait un peu penser pareil les crypto bidules. Enfin bref, Thibaut Prévost comme d'hab hein. Et donc c'est sorti quand ça sur Arrêt sur Image? Sorti le 13 février, il y a 4 jours. Donc voilà, c'est tout récent. Et j'ai appris ça, j'ai trouvé ça assez drôle. Alors, Cryptoland, quand les millionnaires du Bitcoin se cherchent des colonies.
Ah oui, et là, il est assez touffu, hein. Il y a des trucs à lire. Alors, du Pacifique Sud aux Caraïbes, une nouvelle élite financière venue des crypto-monnaies tente de transformer des nations insulaires affaiblies par la pandémie en paradis privés libertariens sans taxe ni gouvernement. Eh ben dis donc, quel projet. Il était une fois un rêve fou, porté par une poignée d'investisseurs mégalomanes aux poches pleines, celui d'une île privée perdue quelque part sur le Pacifique qui accueillerait tous les fanatiques de crypto-monnaies, ces monnaies numériques indépendantes des réseaux bancaires dont les plus célèbres sont le Bitcoin ou l'Ethereum de la planète. Cette crypto-utopie a un nom, Cryptoland, la première crypto-île physique au monde. Mieux, elle a sa vidéo promotionnelle en animation postée sur YouTube le 15 novembre dernier, comme quoi ça remonte un peu, et devenu, début janvier, un objet de moquerie déjà culte des internets, comparé au monumental plantage du Fire Festival, ce festival tropical pour influenceurs Instagram, transformé en catastrophe homérique, documenté sur Netflix. Et ça, c'est sur Netflix, et je pense que je vais aller le voir. J'ai pas eu le temps de le voir, parce que j'ai lu l'article aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de le voir, mais je vais aller voir ça, parce que apparemment ça avait l'air mais n'importe quoi leur truc. Genre, entre catastrophe naturelle et genre organisation foireuse et tout ça. Donc voilà. Et par contre, moi, j'avais pas vu passer cette vidéo. Et du coup, je vais vous la montrer. Bon, je vais peut-être pas tout faire en entier, hein, parce qu'elle dure 10 minutes, mais c'est juste pour voir le truc. Attends, tu vas trop vite. Ah, pardon. Où est-ce que je suis allé trop vite? Genre, je parle trop vite? C'est quoi le truc avec Netflix? Ah, c'est... Alors, nanana, en fait, c'est un documentaire sur un festival, genre Fire Festival, là. Attends, est-ce que si je zoome, est-ce que vous arrivez à lire ou pas? Attends, je vais peut-être zoomer. Hop, voilà. Je pense que ça doit mieux se voir là, non? Ouais. Donc, hop, Fire Festival. Et en gros, c'était du coup ouais, un festival tropical. Donc, c'était genre dans les pays chauds, genre pays. Alors, je sais plus, c'était dans le Pacifique, je crois. Enfin, toujours là où les destinations un peu paradisiaques, quoi, hein. Et c'était pour des influenceurs Instagram, comme il dit. Et en gros, ça a cagué comme jamais. Mais je cuisine en même temps, alors je t'écoute seulement. Ah, ok, ça roule. Genre, c'est genre, apparemment, ça a été la cagade totale entre non-respect des personnes, parce que des habitants de l'île, et genre, tempête, genre, enfin bon, bref, j'ai juste vite fait regarder la bande-annonce, ça a l'air dément. Donc, voilà. Fire Festival. Bah, attends, je mets dans le chat comme ça pour aller voir sur Netflix. Hop. Sur Netflix. Tac. Et ça a l'air marrant. Et maintenant, la vidéo promotionnelle de Cryptoland. Parce que vraiment, j'ai regardé, c'est cringe, hein, vraiment. Je viens de screener pour retrouver MDR. Ok. Bon, et là, je vais vous montrer vite fait ça. Non, mais regarde, déjà, quand tu regardes les miniatures là à droite, ça fait machin. Donc, je laisse observer un peu, juste pour voir la gueule du truc. C'est en anglais, par contre, je mets sous-titrage. Mais bon, ce qui importe, c'est quand même de voir quelle gueule ça a. Hi, this is me, Christopher, a crypto degen with a crush for crypto kitties. I'm on my way to Cryptoland, the #1 crypto destination on Earth where crypto enthusiasts, or cryptolanders like we're called here, can meet with like-minded individuals in real life. And when Connie, the founder, told me that visionary investors could own a piece of this unique island... Ouais, en gros, c'est 10 minutes où on va suivre ce mec-là, qui est un crypto boy, du coup, et qui va sur Cryptoland. Et non mais regarde un peu les graphismes, quoi. Regarde comment c'est your laid. club party tonight? Yeah, just for Cryptolander NFT holders, Oh là right? là là là. Yeah, man. Have a Franchement, nice j'étais day, mort. sir. Regarde ça. Connie? Christopher! Come here, buddy! Oh, it's been a while. Yeah, 50,000 blocks at least. Been waiting for you since consensus. What are you, a pending transaction or what? Well, I guess I'm confirmed now, ready to become a Cryptoland maximalist. This is crazy. Sir, welcome to Cryptoland, the hodlers of last resort. Ouais, c'est quoi ce délire? Bah, en gros, c'est une vidéo promotionnelle où ça fait un peu leur pub tout en racontant une histoire et genre on va découvrir genre tout ce qu'il y aura sur l'île, etc. Ils se sont bien amusés, ouais. Mais ce qui est marrant, c'est ils ont masse de thunes, tu vois. Mais ça sent que c'est fait par des pros parce que genre au niveau de l'histoire, genre tu sais c'est bien raconté quoi.
Genre en mode, ça se fait une vraie histoire, tout ça, mais c'est juste au niveau des graphismes, je comprends pas. Et du coup, c'est pour ça que ça dit que c'est devenu une sorte de mème, parce que quand tu regardes le personnage de la monnaie, là, enfin, ça fait si. J'ai l'impression de voir un truc que le Nostalgia Critique, il pourrait s'amuser à regarder et à critiquer, quoi. Hi, Mr. Adams. Nice to Vraiment. see you, sir. Did you have a good flight? Oh, yes, excellent. Thanks for asking. Ouais, puis t'as quoi d'autre? Ouais, t'as tous Our les trucs, lives! Show me more! Okay, Bah voilà, juste c'est magnifique, first quoi, hein. stop of the tour. This was on the top of the list. Il y a une A sorte much d'histoire requested d'amour, working tout ça, zone. aussi qui arrive, il y a une histoire d'amour. 3, 2, 1, go! Enfin bref, si jamais... Ouais, ça fait cartoon, machin. Enfin bon, bref, tiens, je mets le lien si jamais s'il y en a qui veulent aller regarder ça en entier. Bon, je dis, c'est rigolo, mais c'est vrai que je comprends pas comment ça fait pour être aussi moche, quoi. Genre, à qui ils ont demandé de faire ça? Enfin bref. Donc, on continue. Prenez le temps de regarder quelques minutes de cette vidéo, heureusement repostée après une discrète tentative d'effacement par ses créateurs. L'effet stressant ne pardonne pas. Laissez-vous guider dans l'insanité par une pièce de monnaie géante appelée Connie, votre guide attitré dans un monde où de jeunes hommes blancs devenus crypto-millionnaires en quelques mois rêvent de conduire des crypto-Lamborghini payés en NFT. Ah ouais, punaise, j'ai pas montré les Lamborghini. Genre à un moment, t'as les Lamborghini qui parlent. Genre vraiment, ils font... Enfin, c'est... Bon, bref. Crypto-millionnaire... Lamborghini payé en NFT, certificat de propriété d'un objet numérique. Entre les crypto-palmiers, pour une expérience de lecture plus ludique, buvez un shot à chaque fois que vous lirez Crypto, de leur île privée du Pacifique Sud, persuadés d'être en train de changer la face du monde depuis leur ordinateur portable. Une caipirinha... Oula, ça veut dire quoi ça? Mince, je suis pas allé voir. Oh, j'ai pas bien fait mon taf. Caipirinha. C'est bien, au moins on est là, on va apprendre des mots. Le basique... Ah, c'est un cocktail, ok. Ok, un cocktail à la fois. Appréciez la gêne de cet entre-soi crypto-idéologique chimiquement pur où les femmes ne sont rien d'autre que de jolis accessoires qui vivent de jolies petites vies de réceptionnistes plutôt agréables à l'œil, résume le Financial Times, et les habitants autochtones, introuvables dans la vidéo, seront éventuellement réquisitionnés pour servir de petit personnel. Imaginez-vous passer une journée dans ce Koh-Lanta libertarien, plongé dans l'obscénité bling-bling d'évadés fiscaux rougeaux en chemise à fleurs, convaincus d'être la relève du vieux monde. Ça fait rêver, hein. Punaise. Ouais, puis... Ça fait rêver. Bah ça, je trouve qu'on retrouve assez bien l'idée... Ouais, déjà, le premier truc, c'est que ouais, c'est que des mecs blancs. Enfin, comment on va dire, les jeunes mecs blancs privilégiés qui ont une très bonne éducation et qui ont qui ont investi tôt et qui ont qui ont plein de thunes maintenant et que genre ils se sentent un peu les rois du monde, quoi. C'est pour ça qu'ils disent mégalomane, genre parce que finalement tout leur paraît possible avec de la thune qu'ils ont dû se faire. Donc voilà. Et oui, et vraiment dans la vidéo, tu verras, genre là, t'as trop envie d'être réceptionniste. Ouais, la meuf réceptionniste et l'autre, genre la meuf qui va croiser. Enfin, c'est des objets quoi. Genre en plus, ouais, ça leur vend le côté, ouais, vous allez pouvoir gérer vos crypto-monnaies par ici, vous allez pouvoir faire ci, genre plein de services et tout ça. Et en plus de ça, le truc final, c'est qu'ils vont pouvoir trouver l'amour à Cryptoland quoi. Mais je pense que ça pourrait vite devenir hyper cancer quoi. Bon, déjà de base, le projet, trop envie d'être réceptionniste, bah ouais. Surtout dans ce genre de truc où les mecs doivent se sentir les rois du monde, ça doit être horrible. Une parodie réussie de tout ce que la crypto-communauté a de pire, vous dites? Accrochez-vous, le meilleur est à venir. Derrière un amoncellement de crypto-blagues pour initier et une quantité astronomique de mauvais goût visuel et sonore, le projet est parfaitement sérieux et politiquement terrifiant. Selon les informations glanées par le NextWeb, l'île de 220 hectares choisie par les crypto-évangélistes Max Olivier et Elena Lopez pour accueillir Cryptoland se trouve dans l'archipel des Fidji et s'appelle Nananu Cake. Et oui, elle est habitée. Elle était bel et bien promise à devenir une crypto-utopie, mais le 16 janvier, le Guardian révélait que la transaction avait capoté. L'île est toujours en vente, si vous avez 12 millions de dollars sur vous. Un simple contretemps, assure le compte Twitter du projet. Mais l'essentiel n'est pas tant d'essayer de deviner l'avenir de Cryptoland que de comprendre sa genèse idéologique. Et oui, d'où ça vient tout ça? Et oui, genre vraiment, genre, ça serait vraiment genre privatiser l'île, et genre les gens qui habitent là, ils vont en faire quoi? Genre ça va être du néocolonialisme, tu vois, genre ça va être juste genre les croupiers là, où ils vont genre ça va être, ils vont t'apporter la bouffe et tout, enfin ils vont faire les petits jobs quoi. Bon, on va pas parler parlons
peut-être pas d'esclavage, mais bon, ça y ressemblerait, quoi. Donc voilà. D'où vient une idée pareille? Sur le site, un petit manifeste nous éclaire. Le problème que nous résolvons, unis numériquement mais séparés physiquement. Lorsque nous éteignons nos écrans et que nous sortons du crypto-espace, nous vivons dans des environnements fiduciaires, fiat environnement. Ici, nous pouvions améliorer le monde physique pour l'accorder à notre passion. Alors là, perso, moi, j'ai rien compris. Ici, nous pouvions améliorer le monde physique pour l'accorder à notre passion. Enfin bon, bref. Genre, ça serait rendre le monde meilleur en se rencontrant, en sortant, genre, sortir genre du tout virtuel et pouvoir se rencontrer en vrai et pour améliorer le monde, j'imagine. La communauté crypto mondiale, qui comptait environ 100 millions de membres en février 2021, évolue et interagit dans un espace code, immatériel, à l'intersection de l'informatique, de la finance et des plateformes numériques. Les rares entremêlements de son projet politique et économique avec le monde physique ne suffisent plus. La carte se cherche un territoire. Des îles du Pacifique Sud à l'Amérique centrale et aux Caraïbes, de nombreux acteurs du Nord, publics comme privés, tentent de faire émerger la première cryptonation, quitte à piocher dans de vieilles recettes impérialistes et coloniales. Ouais, lui il lâche les mots, impérialiste et colonial. Ouais, genre... mais de toute façon, c'est un truc là, genre... Je pense que c'est une question à vraiment à creuser, genre le rapport à l'espace pour les communautés web. Parce que genre j'avais commencé à regarder vite fait des trucs sur YouTube, et c'est vrai que YouTube, c'est genre, il y a un peu l'image de t'es tout seul chez toi et tu fais ta... Enfin le côté un peu amateur, t'es tout seul chez toi et tu fais tes vidéos, et de toute façon, comme tu peux faire ça de n'importe où à partir du moment où tu as une connexion. Finalement, enfin, genre, il y a des acteurs qui sont isolés, mais finalement, quand tu regardes, il y a plein de sortes de petites communautés qui se créent. Genre, par exemple, la Redbox d'Amixem, il y avait, là, j'ai découvert qu'il y a la Team Crouton qui réunit, genre, Michou, je crois, et d'autres camarades. Et genre, que physiquement, ils sont les uns à côté des autres. Tu vois? Genre, ouais, je pense que. Il pourrait être éclaté, tu vois, mais le fait est qu'il y a il y a des idées de se réunir les uns à côté des autres pour créer une sorte d'émulsion, quoi. Donc voilà, je pense que ça serait une question serait intéressante à creuser. Bah, peut-être il y a des articles là-dessus, mais j'ai pas été voir plus que ça. Donc voilà, donc c'est dans la même idée, genre des gens qui créent une sorte de communauté en ligne, genre des communautés affinitaires. Finalement, ils ont les mêmes intérêts, mais qui se connaissent pas et qui sont très loin, et du coup se regrouper à un seul endroit pour faciliter la communication, j'imagine, ou pour créer une sorte de renforcer une sorte de sentiment de communauté et d'être avec des gens qui nous ressemblent. Cryptoland n'est pas une idée isolée, loin de là. Année après année, des projets similaires sont lancés, de plus en plus ambitieux. Dès 2017, des croisières annuelles voient le jour entre Singapour et la Thaïlande, sorte de défouloir flottant pour les crypto-bros, à mi-chemin entre le séminaire de trading et la soirée BDE. Et ouais, et je pense que bientôt on aura sûrement des études sur l'image du crypto bro. Tu sais, c'est genre, c'est exactement le profil du gars dans la vidéo, hein. Un jeune qui a des crypto-monnaies et qui est dans ce milieu-là, quoi. Et ouais, qui se fait un peu tout seul, nanani, nanana, enfin bref, un peu techno-boy, etc., quoi, crypto bro. Et genre, ça serait intéressant de, genre, CryptoPro c'est genre c'est un truc genre qui charrie tout un imaginaire, et de voir en plus et en voir ensuite la réalité du bidule, quoi, parce que je pense que je crois qu'il y a énormément d'entreprises qui possèdent des crypto-monnaies, quoi. Et donc du coup c'est pas des gens qui sont en mode cool tout seuls dans leur coin en mode jeune et tout, genre ça reste des gens on va dire des institutions, quoi, qui possèdent ces trucs là. Donc ouais, bon après il n'y a pas encore d'études, j'imagine, mais ça serait intéressant dans le futur de voir des études là-dessus pour un peu mieux comprendre le phénomène, quoi. En 2020, raconte le Guardian, dans un long format passionnant, 3 crypto-évangélistes passent à la vitesse supérieure, achètent un énorme bateau de croisière, le baptisent Satoshi, en référence au pseudonyme du fondateur anonyme du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, et tentent d'en faire la première crypto-nation flottante dans la mer des Caraïbes, peuplée exclusivement de 2000 nomades numériques évoluant dans la finance spéculative, loin des régulateurs financiers et du fisc. Ironiquement, ce sont les régulateurs navals qui auront raison du projet de crypto-piraterie. Ouais, je pense à quoi. Ah oui, Satoshi Nakamoto. Il y a Arte qui a fait un documentaire, enfin une série de vidéos, du coup, genre toutes cumulées, ça fait 1 heure à peu près.
genre pour expliquer, genre c'était quoi, enfin c'est quoi en gros le Bitcoin, etc. Et Satoshi Nakamoto, on ne sait, genre c'est son surnom, mais on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Ça va faire, oui, il a créé du coup le Bitcoin en 2008. En 2008 et je crois que ça va faire genre depuis 2010 ou 2011, genre un truc comme ça, qu'il a complètement disparu des radars. Donc voilà, une sorte de mythe un peu qui serait très intéressant. Et les trucs de Arte, j'ai pas regardé jusqu'au bout encore, mais très intéressant en tout cas. Très intéressant. Et ce que je trouve intéressant aussi là-dedans, finalement, c'est cette volonté de se retrouver en communauté. Moi, franchement, je vois de une sorte, comment dire, une sorte de filiation depuis les communautés hippies, genre des années 60, et, et ça, quoi. C'est-à-dire, genre, refuser. Finalement, c'est genre aller créer des communautés un peu hors du monde pour échapper à la aux contraintes machin. Enfin, c'est très internet, quoi, finalement, je trouve, comme idée, tout ce truc un peu d'émancipation, quoi, se retrouver entre gens qui ont les mêmes passions, etc., quoi. Donc, ouais, moi, je pense que c'est genre, si on doit puiser dans les origines culturelles, je pense qu'on peut remonter jusqu'aux communautés hippies de la contre-culture américaine, quoi, qui est l'origine même du projet culturel Internet, si on veut. En tout cas, que tous les acteurs qui ont créé Internet viennent de ce truc-là, quoi. Dans le Pacifique Sud, donc là, du coup, ils vont expliquer qu'il y a d'autres initiatives pour créer des sortes de communautés autres que Cryptoland. Dans le Pacifique Sud, les crypto-investisseurs lorgnent sur les nations insulaires, rendues vulnérables économiquement par l'arrêt du tourisme du fait de la pandémie. À l'heure où Internet était occupé à moquer la vidéo de Cryptoland, Vice repérait un fantasme similaire baptisé Satoshi Island. Encore une autre fois une référence à Satoshi Nakamoto. L'île, située dans l'archipel du Vanuatu, ambitionne de devenir une crypto-économie du monde réel et une démocratie basée sur la blockchain. Les gens se sont toujours rassemblés par leurs valeurs en commun. Ben, pas forcément. Bah, ça dépend quand. Tu sais, genre, sur Internet, c'est sûr que c'est plus facile avec des gens qui se connaissent pas forcément, etc. Genre que ce soit vraiment des communautés affinitaires, genre les fandoms par exemple, des trucs de fans. Mais genre pendant longtemps, enfin les communautés, c'était quoi les trucs en commun, c'était la famille, tu vois. C'était les gens qu'on connaissait. Ou une fois à l'arrivée à la fac, ou ce genre de trucs. Mais donc voilà. Mais de toute façon, quand tu as les mêmes intérêts, généralement, les gens se ressemblent, hein. Les gens sont pareils. Quand ils ont les mêmes intérêts, c'est qu'ils sont pareils, hein. Même dans la vie, avec les études, bah ouais, ouais. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que du coup, avec Internet, c'est vrai que ça facilite un peu plus le côté, genre, tu peux être à l'autre bout du monde. Mais bon, ça, c'est une sorte de fantasme, parce que finalement, on est quand même c'est quoi? C'est l'homophilie, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle le terme. Le fait que finalement, on traîne avec des gens qui nous ressemblent, quoi, hein, finalement. Oui, je pense que le profil des crypto-bros, je pense qu'il est hyper homogène, hein. Doit pas y avoir. Les humains sont un nous. Un nous. Donc, ouais. Mince, j'en étais où? La blockchain, une crypto-économie du réel, du monde réel et une démocratie basée sur la blockchain. La blockchain, c'est l'infrastructure de stockage et de validation des transactions de crypto-monnaies et des NFT. Les parcelles de terrain qui accueilleront des structures modulaires, visitables dans le métaverse, évidemment, imaginées par un cabinet d'architecture hongkongais, sont vendues sous la forme de NFPT, des NFT spécialement conçus comme titre de propriété. Tout sauf un hasard. Depuis 2017, le Vanuatu a déployé un programme d'achat de nationalité via la crypto-monnaie à 130 000 $ le passeport. Eh ben, c'est vrai que tout le monde peut se le payer, ça, hein. En juillet dernier, une enquête du Guardian révélait que le programme, qui a fourni 42% des recettes de l'archipel en 2020, était utilisé pour faciliter des montages d'évasion fiscale depuis l'Europe et le Royaume-Uni. Bah tu m'étonnes. Va essayer de contrôler financièrement ce genre de truc à l'autre bout du monde, là. C'est impossible. Bientôt grâce au salaire du stage. Tu pourras aller faire ton holding à Vanuatu, du coup. Tu mets 130 000 € 130 000 € dans le passeport et puis c'est bon. Tu pourras frauder genre les 600 balles, les 600 balles par mois que te donne le stage. À chaque pays, sa technique de drague pour attirer ses nouveaux riches. Des zones économiques spéciales, dérégulées,
territoire sur mesure pour les crypto-spéculateurs, émerge en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Fidji. L'archipel des Tonga prévoit d'adopter le Bitcoin comme monnaie officielle au printemps et d'utiliser l'énergie de ses 21 volcans pour générer de la crypto-monnaie, qui coûte cher en énergie. Ah ouais, excellent. Et genre, ils pourront dire, trop marrant, genre, ils pourraient, si ça se trouve, ils pourraient dire, ouais, nous, on fait de la crypto-monnaie de manière écologique, vu qu'on utilise genre des ressources, les ressources qu'on a sur place avec les trucs de volcans. Ouais, parce qu'il faut faire tourner les bécanes pour miner de l'Ethereum ou miner du Bitcoin, hein. C'est vrai que ça coûte une énergie monstre, hein, ces trucs-là, qui coûtent cher en énergie. En 2018, les îles Marshall ont annoncé The Sovereign sauve leur propre crypto-monnaie, carrément, qui se fait toujours attendre en 2022. Enfin, l'archipel de je sais pas comment ça se prononce, Palau, au bord de la faillite après 2 ans sans tourisme, va lancer un programme de résidence électronique via les NFT, à $248 la carte d'identité. Ah bah ça, par contre c'est abordable. Ça c'est abordable. Idéal pour les... Mais à quel moment Ouais, oui, genre en attirant les gens comme ça va développer l'économie sur place, etc. Je vois le truc. Idéal pour les crypto-traders chinois tout proches dont le gouvernement a banni l'activité en septembre 2021. Pour paraphraser Laurence Lessig. Ah, Laurence Lessig, tu te souviens qui c'est ou pas? On l'a vu aussi en cours avec Earthshade. Genre The Code is Law, etc. Dans ces territoires à l'avant-garde de l'hybridation entre fintech et gouvernance, le code informatique fait de plus en plus loi. Non. Ah ok, bon. Laurence Lessig, The Code is Law, genre en mode... c'est finalement ce qui fait la loi sur Internet, ce qui fait la régulation, c'est le code. Et du coup, ceux qui maîtrisent le code font la loi, quoi. Enfin, je me souviens pas beaucoup des choses de ces cours. Écoute, moi je suis là pour te faire... Moi je suis ta fiche de révision, tu vois. C'est vrai que je n'étais pas très assidu. Oh, quoi? Margot n'était pas très assidue? Comment se puce, comment se fesse? Ouais, donc du coup, tous les... je crois que c'est... Ah, salut Paul, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Viens nous rejoindre avec Margot. Hop. Du coup, on est sur un article sur les cryptolandes quand les nouvelles coupes de cheveux. Ah oui, exactement. Ne fais pas genre d'être surpris. Ah bah si, je suis surpris. Mais c'est toujours une bonne surprise de voir Paul arriver. Bah, c'est vrai que je suis pas très régulier dans mes streams, alors forcément, c'est dur de se caler, quoi. Bon, bref. Ouais, donc on parle de Cryptoland, une sorte de projet fait par des crypto-boys pour créer une sorte de communauté. J'ai même coupé Clément MDR, mais oui, j'ai vu. Ouais, et je suis même allé chez le barbier. Il m'a fait une belle petite barbe et tout, là, donc voilà, ça fait propre. C'est sûr que j'avais même plus... c'est vrai qu'avec la touche de cheveux que j'avais là l'autre jour, je commençais à prendre, tu sais, genre toutes les mouches, tous les trucs qui traînaient, c'était horrible. Ouais, donc en gros, toutes les micronations, là, dans le Pacifique, là, qui, comme à cause du Covid, ne peuvent plus vivre du tourisme, et comme c'est à peu près leur seul, le tourisme est à peu près leur seule source de revenus, et ben du coup, ils viennent achalander tous les crypto-boys qui veulent faire, qui veulent venir s'installer. Parce que finalement, quand tu fais de la crypto-monnaie, genre, il te suffit d'une connexion internet pour pouvoir gérer tes trucs. Et du coup, c'est amener ces gens-là avec toute leur thune pour qu'ils la dépensent dans ces micronations-là. Et du coup, pour pouvoir avoir une nouvelle source de revenus, quoi. Mais en même temps, on peut pas leur en vouloir, hein, je veux dire, tu fais comme tu... Enfin, généralement, les gens, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Donc là, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est pas con, du coup, de se positionner là-dessus, hein. Enfin bon, mais je pense que si jamais ils viennent faire des colonies, des sortes de communautés là, entre jeunes mâles blancs riches et privilégiés, je pense que les populations locales les plus défavorisées vont prendre cher, hein. Genre en mode c'est eux qui vont faire tous les petits boulots de merde, etc. quoi, pour faire tourner le bousin. D'autres nations, séduites par les promesses dorées des crypto-lobbyistes, franchissent encore plus largement le Rubicon de l'ultralibéralisme à la sauce Bitcoin, à grands coups de réformes économiques structurelles. Tête de gondole du mouvement, le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle en septembre 2021.
malgré une infrastructure numérique défaillante dès son lancement, des pertes nettes dues au crash de l'actif, le Bitcoin a perdu 40% de sa valeur depuis novembre, et contre l'avis de la majorité de sa population sondée, son jeune président Nayib Bukele, idole politique de la communauté crypto, fonce tête baissée dans la farce de la dérégulation. Prochaine étape, la construction d'une ville Bitcoin, dénuée d'impôts sur le revenu, érigée autour d'un volcan, histoire d'alimenter une ferme à crypto-monnaie géante à l'énergie géothermique. Ah bah eux aussi, ils ont cette envie-là. Pour rappel, la blockchain ou chaîne de blocs, l'infrastructure décentralisée qui stocke et valide les transactions, consomme annuellement autant d'énergie que la Thaïlande. Ah ouais, tout de même. Ouais, hyper casse-gueule de prendre la monnaie, le Bitcoin comme monnaie officielle, parce que finalement, c'est genre Satoshi Nakamoto, là, celui qui a créé le Bitcoin, c'était genre créer une monnaie qui échappe aux institutions financières, tu sais, genre classique, pour éviter de se retrouver dans le même merde qu'en 2008 avec crise des subprimes et des machins comme ça, et pour avoir une sorte d'autorégulation. Et finalement, ça devient un objet de spéculation à balles, tu vois. Ça devient vraiment l'inverse de ce qu'il voulait, hein. Et je crois que c'est pour ça d'ailleurs genre le projet lui a échappé. Mais en même temps, c'est normal. Il a créé le projet et après, genre, il avait plus aucun contrôle sur le bordel. Et c'est dans la manière un peu démocratie internet, quoi. Et du coup, c'est vraiment devenu l'inverse de ce qu'il souhaitait, quoi, hein. C'est vraiment devenu le truc de la pire spéculation. Et ouais, du coup, ouais. 40% de sa valeur depuis novembre, donc bon, ne sois pas jaloux, Paul. Bref, pour rappel, le blockchain, ta. Autre territoire en voie de crypto-mutation terminale, Porto Rico poursuit sa mue de paradis fiscal. Le territoire états-unien est le seul à ne pas taxer les revenus sur les investissements, les intérêts et les dividendes. S'extasie le site d'information sur les crypto-monnaies CoinDesk. Bah, du coup, ça serait genre zéro impôt. Et du coup, ouais, c'est l'idée, genre en mode un peu en faisant venir les gens, faire venir les gens qui ont de la crypto-monnaie, enfin qui ont masse de thunes à dépenser sur ton territoire, mais avec le truc de pas les taxer. Mais si tu fais zéro taxe, il y a un moment, genre, je vois pas comment tu peux faire un truc viable, quoi. Genre genre le truc de genre l'argent qui ruisselle sur, tu sais, genre qui ruisselle du haut sur le bas, ça fonctionne pas, hein. Ça fait 40 ans que ça existe pas, donc bon. Je pense que c'est un peu ça servir. Bon, bref. La reconfiguration a commencé en 2017 sur les ruines d'une île en faillite et dévastée par les ouragans Irma et Maria. Une armée de crypto-millionnaires, trop heureux de profiter de l'indifférence scandaleuse de l'administration Trump, se précipite pour faire de l'humanitaire à la sauce blockchain. En quelques années, Porto Rico devient une sorte d'incubateur géant pour start-up de la fintech, le secteur des technologies financières. Avec des conséquences bien réelles, puisque les crypto-millionnaires sont en train d'annexer le centre-ville historique de la capitale, San Juan, pour le transformer en crypto-utopie autonome, baptisée initialement avec l'accent Puertopia, puis Sol, racontait le New York Times dès 2018. Début 2022, l'exode se poursuivait, raconte le Washington Post, qui titrait sur cette nouvelle vague de crypto-colons débarquant en terrain conquis, main sur le cœur, coworking climatisé inclus. L'archipel de Cryptoland prend forme partout à la fois. Ouais, donc là, en gros, ils expliquaient que, du coup, ils expliquaient vite fait Thibaut Prévost a expliqué vite fait le projet de Cryptoland, donc créer une sorte de communauté entre crypto-boys pour sans État et tout ça, un peu en manière autorégulée, nanani nanana. Tu comprends les bails, mais que c'est déjà des projets qui commencent à émerger un peu partout, enfin, un peu partout, surtout dans le même coin du globe. Du coup, ça serait un peu les micronations, dans le Pacifique, qui, ayant des problèmes depuis le Covid pour avoir des rentrées d'argent, parce qu'il n'y a plus de tourisme, ou en tout cas de manière super ralentie, et ben du coup ils ont une stratégie de faire venir les crypto-boys dans leur pays pour qu'ils s'y installent et du coup dépensent leur thune là-bas et qu'ils aient des revenus. Donc voilà. Et qu'il y a de plus en plus de petits trucs de ce genre de projet. Entre deux salves d'applaudissements pour les crypto-philanthropes du monde entier, prenons le temps d'une lecture décoloniale de ces initiatives. Que constate-t-on à l'échelle planétaire ? Que des territoires du Sud en difficulté financière
sont investis par des acteurs du Nord, publics, privés ou les deux, pour promouvoir l'écosystème des crypto-monnaies comme solution à tous les problèmes économiques, financiers, administratifs, politiques et humanitaires, en échange de toutes petites réformes structurelles ultra-libérales de rien du tout. Je crois qu'il fait de l'ironie là. Ultra-libéral de rien du tout. En gros, la dérégulation financière, la privatisation de l'administration et, à terme, le remplacement pur et simple du gouvernement par une démocratie algorithmique directe et nébuleuse. La carotte, un afflux de capitaux étrangers, un régime stable débarrassé de la corruption et, ironiquement, une plus grande indépendance vis-à-vis des organes de contrôle financiers internationaux, FMI, Dollar et Banque mondiale en tête, qui maintiennent le statu quo colonial nord-sud. Bah voilà, il a dit ce que j'ai dit, mais en des termes vachement plus savants. Et ouais, et du coup ça peut, oui, et du coup ça s'apparente, genre ce truc de créer des communautés dans des petits pays, là ça s'apparente à du sorte de néocolonialisme, quoi, finalement. Bon. La réalité est évidemment inverse. Dès 2018, constatant pour The Intercept les mouvements kryptoniques à l'œuvre à Porto Rico, Naomi Klein identifiait une nouvelle génération des capitalistes du désastre. Déjà inscrit dans sa stratégie du choc, une enquête dont elle a fait un livre, Le choc des utopies. Ah, ça a l'air intéressant ça. La version fintech de Milton Friedman et de ses Chicago Boys, fossoyeurs des démocraties socialistes latino-américaines du XXe siècle, prêts à sauter sur la moindre catastrophe, voire à la provoquer pour libéraliser et privatiser en un éclair des économies dites émergentes en état de sidération et s'enrichir immensément au passage. Ouais, oui, c'est vrai que bon, ça c'est connu, hein, finalement les États-Unis avaient une énorme influence dans les pays, d'Amérique du Sud. Oui, finalement, genre comment dire, pas en enrichissant, mais oui, en enrichissant une sorte de climat un peu délétère, genre des crises, c'est genre s'il y a crise économique et tout ça, et ben ça veut dire que genre le public, genre gérer de manière publique les entreprises, ça ne marche pas, et du coup il faut tout libéraliser, et du coup bah ça libéralise avec des entreprises américaines, etc. Enfin bref. Non. Et du coup, il dit, et du coup, c'est ce qui se passerait, c'est un peu ce qui se passe aussi du coup avec les micronations dans le Pacifique, quoi. Les chercheurs Olivier Jutel de l'université néo-zélandaise d'Otago et Peter Howson de l'université britannique Northumbria se sont intéressés de très près à cette nouvelle vague néocoloniale et ses acteurs. On y croise le département d'État états-unien qui finance le projet Civil Society 2.0 pour vanter les mérites des nouvelles technologies auprès des ONG, mais aussi le Global Blockchain Business Council, GBBC, fondé sur l'île du milliardaire Richard Branson et lancé en fanfare à Davos. Un groupe aux objectifs explicitement coloniaux qui fonctionne comme des outils de cartographie numérique pour le développement de marchés mondiaux et l'extraction de valeur. Exemple type, le projet de recensement des terres aux îles Fidji, explique Olivier Jutel dans un article de février 2021, menace le pouvoir politique des communautés autochtones qui détiennent et gèrent encore 90% des parcelles. Comme le résume Vice dans un des rares articles critiques sur le sujet, les crypto-colons utilisent les populations les plus vulnérables comme rats de laboratoire pour affiner leur crypto-utopie. Ouais, genre ils utilisent les populations pour voir si ça fonctionne leur projet, quoi. Et racheter toutes leurs parcelles. Du côté des cryptolâtres, on parlera pudiquement de zone de test. Drôle d'écho de l'histoire. Cette fois-ci, pas de bombe H à l'horizon de Bikini Atoll ou de Mururoa, mais la détonation d'une pure oligarchie financière sans l'ombre d'un régulateur pour la troubler ou ne régnerait rien d'autre que la loi du plus riche. Ça vend du rêve, hein? Punaise. C'est révoltant, quoi. Genre, vraiment se croire tout permis parce que t'as de la thune, moi ça me grève. Voilà le cryptoland rêvé par tous ces acteurs. Une ZAD ultra-libérale blanche, pensée par des milliardaires pour des milliardaires, prêts à inventer des sociétés privées en se drapant dans des idéaux de gouvernance décentralisée où, littéralement, l'argent donne accès au vote. On appelle ça un DAO, pour organisation autonome décentralisée, et poussant la décence jusqu'à prétendre que leur cauchemar individualiste radicalement occidental est non seulement altruiste, mais s'inspire des modes de fonctionnement collectif des communautés autochtones du Pacifique. Ah, ouais, genre sous prétexte
que c'est décentralisé, parce que la blockchain, en gros, c'est décentralisé. Genre, y a pas de. Ce qui garantit genre, la sécurité de ce processus, c'est qu'il n'y a pas de truc centralisateur, quoi, où c'est obligé de passer par eux pour pouvoir tout contrôler. C'est genre, chacun contrôle un petit bout, et du coup, ça s'autorégule, nanani, nanana. Et du coup, ça sera un peu genre en mode démocratie, là, 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 là. Mais ça reste quand même des gens qui sont ultra riches et qui se font de la thune et qui du coup achètent complètement, enfin du coup ils privatisent absolument tout quoi. Donc on n'est pas trop dans un délire démocratique quoi. Hein. Ouais, ouais et du coup genre un projet de fou pour des fous. Mais ouais, mais je pense je pense qu'on n'est pas dans le même monde. Hein. Parce que en plus genre il y a le ouais voilà il parle de Ayn Rand après. Mais en gros Ayn Rand c'est une sorte de philosophe un peu médiatique des années genre 30, 40, 60 aux États-Unis qui prônait une manière de vivre. C'est genre, en gros, l'argument, c'est quand tu cherches à être altruiste, en fait, déjà, de une, t'es hypocrite parce que finalement, c'est ton propre intérêt que tu cherches. Et en plus de ça, tu fais des catastrophes, nanani, nanana, alors que ce qu'il faut, en fait, c'est chercher son propre intérêt. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur soi. Tu vas chercher ton propre intérêt, faire ton propre intérêt. Et comme ça va marcher pour toi, et ben, du coup, genre ta réussite va un peu éclabousser les autres. Et il y a un peu l'idée de, finalement, une société, c'est genre le bien commun, c'est la somme de tous les biens individuels, quoi. Je sais pas si je suis clair. Genre, pour qu'il y ait le bien commun, c'est juste la somme des intérêts de chaque individu. Et du coup, il faut pas chercher l'intérêt commun, il faut chercher ton propre intérêt pour que ça aboutisse à un intérêt commun. Donc voilà. Un projet altruiste ne sera jamais totalement sans désintérêt. Oui, parce que socialement, tu as toujours un peu de. Oui, c'est parce que socialement, tu seras toujours bien vu, évidemment. Et puis, ouais, c'était qui? C'était pas Kant qui disait on pourra. C'est prouvé par Joey Tribbiani. Ouais, je connais ce chercheur, Joey Tribbiani, ouais. Ouais, je connais bien. Je regarde sa série tous les jours. Tu fais référence à quel épisode de Friends, là? J'ai pas la ref. Bah attends, il faut que je demande à ma spécialiste de Friends. Donc, voilà. Donc, mince, j'en étais où? Leurs inspirations sont plutôt à chercher chez Ayn Rand, du coup, dans les utopies pirates, voire dans les micronations anarcho-capitalistes, en flottaison dans les eaux internationales, comme la République fantoche du Liberland. Ça, je connais pas. Voilà, truc fantoche. Avec le crypto-colonialisme, le solutionnisme technologique rencontre la rhétorique suprémaciste blanche, la même à l'œuvre depuis Cortés et ses mousquets. Ah ouais, rien que ça. Ah oui, j'ai vu passer des articles comme quoi là, il y avait plein de crypto-monnaies aux États-Unis qui servaient à financer des organisations de l'alt-right. Alors c'est un pari avec Phoebe, je laisserai Maïs répondre. Ok, bah, je vais lui demander après. Je vais lui demander après. Ouais, et il y a plein de crypto-monnaies qui servent à financer des mouvements de l'alt-right, des médias de l'alt-right et des machins comme ça, quoi. Voilà, le solutionnisme technologique, genre la blockchain va régler tous les problèmes de société, rencontre la rhétorique suprémaciste blanche, la même à l'œuvre depuis Cortés et ses mousquets. L'édifice hideux de 5 siècles d'exploitation coloniale est simplement repeint d'un vernis de techno-jargon, mais l'imprécation est inchangée. Adoptez les outils du blanc, car il sait mieux que vous ce qu'est le progrès, moderne et émancipateur. Cortés et ses hommes ont apporté la variole et dévalisé l'Amérique latine. Ses successeurs apportent dans le Pacifique la blockchain et l'anarcho-capitalisme. Ils n'ont même pas le bénéfice de l'originalité. La chercheuse Gillian Crandall, qui a publié sa thèse sur la crypto-libéralisation de Puerto Rico. Ah bah ça va être super intéressant, allez voir ça. Crypto-libération de Puerto Rico, rappelle que l'histoire coloniale de l'île est rythmée de zones économiques spéciales et d'efforts de dérégulation économique au bénéfice de l'élite coloniale. La mise à jour libérale du code civil local est quasiment un réflexe du colon. Donc, en pétant tous le contrôle économique, enfin, les gens ils viennent, ils achètent, ils font ce qu'ils veulent. Juste c'est ça, ils font ce qu'ils veulent. Tu libéralises, les gens ils viennent, ils font ce qu'ils veulent, et du coup, tu perds tes terres, machin.
Bref. Dès février 2020, le professeur en études numériques David Golumbia identifie cette nouvelle itération du fardeau de l'homme blanc chez les évangélistes de la blockchain et rappelle une vérité factuelle toute simple. À l'inverse des infrastructures coloniales d'hier et d'aujourd'hui, routes, chemins de fer, code pénal, ponts, réseaux de communication et d'énergie, la blockchain n'existe pas. Elle n'apporte rien aux peuples sur lesquels elle fond. Malgré toute la hype qui l'accompagne, elle ne bénéficie à personne d'autre qu'aux colonisateurs, insiste Peter Howson dans un article pour CoinDesk. Elle promet sans cesse de plus en plus gros, la plus absurde et condescendante des promesses, tellement absurde que même Forbes en a marre. Forbes, je crois que Forbes, c'est un journal. Et je crois qu'ils font le magazine Forbes, c'est celui qui fait le classement des plus grosses richesses tous les ans. Là. Tous les ans, ils font les trucs. Le frère de Gollum. Gollumbro, non? Pardon. Ouais, ça doit être ça. Bah, c'est un chercheur, là. Qu'est-ce que tu veux? Forcément, il doit avoir un peu. Pardon, fallait que je la fasse. Écoute, c'est très bien. Fais tes vannes. Elle est bien. Donc, elle n'apporte rien sur le fond. Ouais, donc, en plus, là, il dit que. Bon, après, l'argument. Genre en mode. Genre le bon vieux colonialisme à l'ancienne. Tu sais, genre, il avait. Comment dire ça avec des pincettes? Genre. Il y avait du concret, quoi. Finalement, il y avait quand même des infrastructures. Enfin, c'est un peu. Je sais pas, là. C'est un peu la thèse du. T'as les pires fans avec toi, Clément Sorier. Non, moi ça me va. Je me retiens de faire une blague sur ça depuis le début. Ah, punaise, mais faut y aller. Non, mais t'as raison. Non, mais tu sais, genre, le truc, les défenseurs de la colonisation, là, tu sais, il y a toujours le même argument. Ouais, bah au moins, on leur a apporté de la structure et des machins comme ça. Donc là, ce qu'ils disent, c'est que en plus de ça, avec le néocolonialisme là, des crypto boys, c'est que t'as même pas une vraie infrastructure. Vraiment, ils n'apportent rien. Donc, voilà. Donc, promet, nanana. Tellement absurde que même Forbes en a marre. Donc, les promesses que même Forbes en a marre. Hurler sur tous les PowerPoints sera sa capacité à banking the unbanked, soit donner une banque à ceux qui n'en ont pas. La rhétorique crypto peint un monde féerique, perpétuellement sur le point d'advenir. Une utopie numérique au conditionnel presque palpable qui camoufle l'accaparement bien palpable du présent et des ressources physiques. Terre, énergie, fossiles et renouvelables, édifices, force de production locale. Ça, c'est assez intéressant aussi, ce côté... genre la performativité du discours. Tu vois, genre... Le fait de nommer un phénomène... Pardon, je suis un peu malade. Le fait de nommer un phénomène, en fait, ça va l'aider, ça va le rendre réel. Tu vois, genre, c'est un peu genre le réel et le discours qui s'auto-construisent. Genre, t'as l'observation du réel qui va impacter les discours des gens, genre ce qu'ils vont dire, machin. Et en même temps, le discours des gens va impacter le réel aussi. Genre, ça va créer... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est assez intéressant, quoi. Genre, et c'est ce truc-là, c'est toujours une sorte de truc en construction, genre... Bref. Le truc que le discours, finalement... Putain, je me perds. Je suis désolé, je suis cramé. J'ai dormi 4 heures cette nuit. Et je me lance dans des trucs où il faut un peu réfléchir. On aime les défis ici. Enfin bon, bref, ouais, genre en mode... Attends, c'était quoi du coup? La rhétorique crypto, pas un monde féerique perpétuellement sur le point d'advenir. Ouais, voilà, un peu la carotte, quoi. Comme ça. Enfin bref, vous m'avez compris. On va dire que vous m'avez compris. Derrière tous ces mensonges, la cryptoculture, alors qu'elle aspire la souveraineté économique et politique des territoires occupés, ne produit en retour qu'une seule technologie. Détail David, je ne comprends plus l'article, tu peux le reprendre depuis le début, STP. Ouah, ouais, donc, il commence en expliquant Cryptoland. Cryptoland, c'est le truc de Crypto Bro qui veulent créer une communauté. Et après, il explique que c'est pas la seule, comment on dit, c'est pas le seul projet comme ça. Du coup, ça commence à fleurir un peu partout, et c'est surtout dans le Pacifique, du coup dans les micronations dans le Pacifique, parce que faute de tourisme, du coup, ils essayent d'attirer de l'argent parce qu'ils ont plus de thunes, ils ont plus la manne financière du tourisme. Du coup, ils veulent attirer les crypto bros. Pour qu'ils puissent s'installer, dépenser leur thune sur place. Et finalement, et là, il commence et là, il fait le truc en disant, ce phénomène finalement,
que des gens viennent s'installer, viennent acheter des parcelles, du coup des terrains sur place, qui du coup ils s'accaparent, genre pour faire tourner leur bécane là, pour miner de la crypto-monnaie, ils utilisent par exemple les ressources géologiques du machin, enfin bref, ils s'accaparent les ressources, ils s'accaparent le terrain, etc. Et du coup on assiste à une sorte de néocolonialisme où finalement les autochtones vont être de plus en plus mis de côté, etc. Et que ces gens-là, ils font ça au nom de, genre, ils disent pas qu'ils viennent coloniser, tu vois, mais genre ils arrivent en disant, genre, ouais, on va créer une société autorégulée, une société genre démocratique, etc. Donc voilà, et que en plus de ça, genre, bah carrément, oui. Et du coup, merde, j'en étais où? Et que là, il disait que avant le colonialisme, il y avait les gens là pour que faire du commerce, les colons pour faire du commerce, ils construisaient des infrastructures, genre des trucs de train, enfin, des infrastructures pour le commerce. Et là, il n'y a même pas de construction d'infrastructures, quoi. Genre vraiment, c'est rien, peau de balle, c'est juste de l'exploitation. Donc voilà. Et que du coup, là il commence à dire que derrière bah attends, on va reprendre ce truc-là parce que du coup, je me suis perdu dans mes explications. Du coup, voilà, on en était là. Donc voilà, là où il s'accapare, ouais, donc là il explique qu'il s'accapare tout. Donc derrière tous ces mensonges, la cryptoculture, alors qu'elle aspire la souveraineté économique et politique des territoires occupés, donc la colonisation, donc souveraineté, donc les pays, les territoires occupés ne maîtrisent plus leur économie ni leur territoire parce qu'ils les ont plus. Ne produit en retour qu'une seule technologie, détaille David Golumbia. Une technologie vide, frauduleuse, mais pourtant présentée comme incroyablement désirable, productive et inattaquable. Cette technologie, du coup, la blockchain, est évidemment la blanchi... Ouais, cette technologie est évidemment la blanchité. Hein, la blockchain et la blanchité ont en commun de vouloir convaincre le monde qu'elles sont absolument nécessaires. Ouais, la blanchité, c'est quoi ça? Quelqu'un s'y connaît en théorie colonialiste? Blanchité, ouais, ça doit être le côté nous les blancs, on va apporter. Je pense que c'est ça. Genre nous les blancs, on va apporter le bon progrès, quoi. Genre le bon progrès. Genre voilà ce qu'il vous faut pour que ça soit mieux. Ouais, voilà le côté blanc. Donc la blockchain et la blanchité ont en commun de vouloir convaincre le monde qu'elles sont absolument nécessaires. La grande nouveauté est qu'ici, non seulement la technologie proposée ne génère rien, mais elle consomme sur place de gigantesques quantités de ressources naturelles. Cryptoland est, en son sein, une entreprise à sens unique de destruction de territoires contre la production exclusive de capital pour une élite capitaliste blanche débridée et de crypto-fascisme pour les autres. Une nouvelle impasse de l'histoire. Ouais, donc ils prennent toutes les, non seulement de s'accaparer toutes les ressources, en plus ils cassent tout. Enfin, c'est hyper polluant, quoi. On est clairement dans le côté de l'écologie, quoi. D'ailleurs, je me dis, genre, genre, les eaux elles vont monter. Genre, toutes ces petites îles là dans le Pacifique, il y a pas un moment, ils vont se retrouver avec les pieds dans l'eau, les gens qui habitent là-bas. Ah bah tiens, c'est fini. Une nouvelle impasse de l'histoire. Ouais, donc en gros, et ce que ça montre assez bien, c'est que tu vois, c'est que vous voyez, genre le côté, ouah, c'est la révolution, le Web 3, là, le Web 3, ou genre avec tout le côté révolution, c'est révolutionnaire comme technologie, nanani, nanana, bah finalement, c'est pas si nouveau, quoi. On reste quand même on reste globalement dans un système capitalisme qui exploite les ressources, les peuples et les territoires, quoi, tout simplement. Et oui, et du coup, c'est très intéressant parce que j'avais pu lire un article. C'était Irénée Regnault qui avait fait un billet de blog qui expliquait que c'est vrai que ça fait longtemps que on a un discours de renouvellement technologique, de révolution technologique tout le temps, mais pourtant jamais on ne change les rapports de force au sein des populations, enfin au sein des sociétés. Et du coup, au final, genre sous une sorte de vernis de nouveau, t'as toujours les mêmes problèmes, quoi. Et donc là, c'est exactement ça. Du coup, tu te retrouves. Donc le truc qui est révolutionnaire, c'est polluant, et en plus de ça, tu te retrouves avec des effets de colonisation et d'exploitation des ressources, et du coup de cassage de la planète, quoi. Donc voilà.
Bon, bah c'était intéressant. J'ai bien aimé. Voilà pour cet article. Ça fait combien de temps que je stream? 1h20, ouais. Ah ça va, je commence à retrouver des formes là. Bah quand c'est pour s'indigner, il y en a toujours de la force. Bof. Non, bof, pas intéressant. Bah tiens, du coup, Paul, regarde-moi ce beau visuel. Ah, j'ai plus la vidéo. Dommage. Du coup, Paul, je crois que j'ai mis le lien. Tu peux remonter dans le chat, tu peux aller voir le lien, tu pourras aller voir la vidéo qui vend Cryptoland. Et tu vas voir à quel point c'est un peu malaisant quand même. Genre vraiment, c'est moche et tout. Enfin bon, bref. Donc voilà pour ça. Enfin bon, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Et on va finir avec le meilleur. Comment Wikipédia a été trompé par une cellule de militants pro-Zemmour. Bienvenue dans Wikizedia, fait par Marie Turcan. Là, je sais. Putain, c'est vrai que je connais pas exactement comment ça fonctionne Wikipédia. Je sais que c'est des bénévolats et tout ça. Enfin bon, on va sûrement nous apprendre des trucs. Je sais pas si j'aurai des commentaires à faire. Mais bon. On va voir ce qu'on nous en dit. Un journaliste s'est infiltré dans la cellule qui vise à zémourifier Wikipédia. Non mais vraiment, zémourifier, genre Génération Z et tout, je suis désolé, mais ça me fait vraiment trop penser à Zorglub dans Spirou. C'est tout pareil. Avec sa Zorglang, avec sa Zorglonde aussi, oui. Enfin bon, bref. Je vous conseille d'aller voir, c'est assez rigolo. Meilleur ref, évidemment. Un journaliste s'est infiltré dans la cellule qui vise à zémourifier Wikipédia en pleine campagne présidentielle. L'une des têtes pensantes de ce groupe n'est autre qu'un contributeur français très respecté de l'encyclopédie en ligne, responsable de 30% des modifications sur la page d'Éric Zemmour. Par rapport aux valeurs que porte Wikipédia et sa communauté, son engagement militant est vu comme une trahison. Et bah oui, parce qu'il cherche quand même une certaine neutralité. Hein, genre donner différents points de vue, tout ça. Donc, bon. Mais ça, c'est un truc hyper classique en vrai. Genre, tous les politiques, ils bidouillent leur. Genre, j'avais déjà vu des articles là-dessus où il y a des politiques qui bidouillent leur page Wikipédia, tu vois. Genre, pour virer. Genre, par exemple, s'ils avaient eu un procès ou je sais pas quoi, ça, ils le viraient de leur page, etc. Mais sur le temps long, ça finit toujours par savoir et par être corrigé. Donc la campagne en ligne d'Éric Zemmour sur Twitter est extrêmement visible, mais celle sur Wikipédia était jusqu'ici beaucoup plus discrète. Un nouveau livre, Au cœur du Z, sorti le 17 février 2022 aux éditions Goutte d'Or, dévoile comment les équipes du candidat d'extrême droite ont développé une stratégie bien huilée pour modifier l'encyclopédie en ligne afin de favoriser Éric Zemmour, contrairement à certaines règles du site. Mais le plus surprenant est à venir. Le journaliste Vincent Bresson révèle que parmi les membres les plus actifs de cette campagne sous-marine se trouve un contributeur français très respecté de la communauté Wikipédia, que l'on surnommera C. Il a, à lui seul, effectué 30% de toutes les modifications de la page d'Éric Zemmour sur Wikipédia. Celle-ci est la page la plus consultée sur le Wikipédia français en 2021, 5,2 millions de fois, devant celle de la reine Elisabeth II et Cristiano Ronaldo. Ah, quand même, hein. Bah oui, forcément c'est un enjeu d'image, hein, d'essayer de mettre de mettre une page la plus améliorative possible. Mais du coup, ouais. Mais du coup, c'est contraire aux règles. Il est si famous en fait. Ouais, bah ouais. Et à quand ma page wiki quand même, franchement, hein? Rendre Eric Zemmour le plus visible possible sur Wikipédia. Mais comme moi, c'est amusant parce que ça reste, une sorte de campagne présidentielle, quoi. Est-ce que les autres candidats ils font pareil? Elle arrive. Il n'y aura pas grand-chose à mettre. Ah, je fais la vue en ce moment même. Ah, ça c'est gentil. C'est gentil. Un peu concon, mais gentil sur les bords. Nanani, Clément Baudon. Bon, bref, rendre Eric Zemmour le plus visible possible sur Wikipédia. C n'est pas n'importe qui. S'il n'est pas administrateur sur Wikipédia, un internaute qui a notamment le pouvoir de bloquer des comptes ou protéger des pages, il est un contributeur extrêmement actif depuis 15 ans de l'encyclopédie participative et compte à son actif 176 000 modifications. Waouh. Peu de choses à dire, connard. Ah. Eh, attention, hein, on va modérer ses paroles, hein. À tout moment, ça banne, hein. Essayez d'avoir un langage courtois, etc. En plus, il y a plein de jolis noms d'oiseaux pour insulter les gens. Franchement.
Bon bref, 176 000... Ouais, donc en gros, c'était un gars qui pesait dans le game de Wikipédia. Du coup, tu m'étonnes que les administrateurs se soient sentis un peu trahis, quoi. Pardon, mon gueux. Ah voilà, ça c'est marrant. Dans Au cœur du Z, on apprend que l'homme fait partie des têtes pensantes d'un petit groupe d'une dizaine de militants pro-Zemmour, ayant pour objectif de zémourifier Wikipédia. Il s'organise sur Telegram, une messagerie moins sécurisée que ce que l'on pense, ainsi que sur Discord dans un groupe appelé Wikizedia. Vraiment, faut arrêter. C'est genre, les jeux de mots là, c'est comme La Roche-sur-Yon, quoi. Faut qu'ils poussent trop loin le truc, je trouve. Arrêtez, arrêtez. Le but de la mission est de rendre Éric Zemmour, Génération Z et les amis d'Éric Zemmour le plus visible possible sur Wikipédia de plusieurs manières, est-il écrit dans le canal Discord consulté par Vincent Bresson, le journaliste infiltré. Au milieu de cette bande, C partage ses précieuses connaissances aux autres. Pour gagner en crédibilité et imposer ses choix éditoriaux, il ne faut pas paraître orienté, envoie-t-il par exemple dans une conversation groupée. Les interventions du contributeur de Wikipédia sont distillées au fil du livre d'immersion journalistique Au cœur du Z. On apprend comment C rapporte à ses camarades les dernières nouvelles des guerres d'édition de l'encyclopédie, fustige les gauchistes qui polluent la page de son candidat favori, se plaint de ne pas pouvoir mieux modifier certaines pages comme celle du parti Reconquête. PC qui s'est coupé. Je vois seulement mon nom dans le chat, je me sens comme une harceleuse. Bah non. Mais non, mais moi ça fait plaisir que tu parles, ça me fait de l'interaction, tu vois, ça fait tout le charme de Twitch finalement. Ouais, et j'avais cru voir sur Wikipédia qu'en vrai les contributions c'est hyper cadré, hein. Genre tu t'arrives pas comme ça, tu changes en un claquement de doigts. Genre ça doit être vérifié, tout ça. Et, et voilà, et donc le fait... tu es invisible? Mais non. Ah, vous parlez entre vous. Ok. Faites vos bails entre vous, moi je continue à lire. Ah, je te réponds pas. Mais si, je te réponds, Margot, quand même. Enfin, je crois. Avant que ce soit à moi que tu parles. Ah. On ne va pas mentionner le point de vue de chaque historien sur la question. Ouais, donc ça reste subtil, quoi. Non, non, je parlais à Paul, sorry. Ah, punaise. Excuse-moi. Excuse-moi. Bon, bah, faites vos bails, moi je parle. On ne va pas mentionner le point de vue de chaque historien sur la question. Wikipédia étant une encyclopédie en ligne où tout est transparent, les différentes modifications effectuées sur chacune des pages sont publiques. Il faut juste s'armer de patience quand celles-ci sont nombreuses. Quand on observe le comportement de C à l'aune des révélations de Au cœur du Z, comme Numérama l'a fait, on perçoit certaines de ses actions sous un jour nouveau. Le 27 janvier, par exemple, il décide de supprimer une citation de l'historien Laurent Joly, spécialisé dans l'étude de l'antisémitisme, tiré d'un article du Monde dans lequel il analyse le danger que représente le fait de... Oh punaise, j'ai des rodotos là. Le fait de réécrire l'histoire de la déportation des Juifs, comme le candidat le fait pourtant. On ne va pas mentionner le point de vue de chaque historien sur la question, surtout vu la taille de la section, justifie alors C. Ouais, c'est pas du truc de gros bourrin. Ah, tu nous jeûnes un fait, Clément. Ah, excusez-moi, je vous laisse en toute intimité. Ah, dis donc, il y a du monde qui est arrivé entre-temps. Alors, la Kaylee, salut, et Santa Claus GIF qui était toujours là, etc. Bon, il y a un peu de monde, ça fait plaisir. Tu nous gênes, il l'écoute pas. T'inquiète pas, je suis occupé à m'écouter et essayer de comprendre ce que je lis. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, et ouais, du coup, c'est des petits trucs, quoi. Genre, c'est pas des trucs de gros bourrins où ils mentent sur tout, c'est juste qu'ils omettent. Genre, c'est un peu du mensonge par omission, quoi. Genre, on va plutôt tourner ça comme comme ça, quoi. À un autre endroit, il essaie de supprimer un exemple de l'homophobie du candidat Zemmour qui rappelait qu'en 2019, il accusait notamment les personnes LGBT d'avoir la main sur l'État et de l'asservir à leur profit, ainsi que de désagréger la société. Cette citation a cependant été rétablie et figure bien aujourd'hui sur la page Wikipédia. Également, dans la partie consacrée à la discussion sur la pertinence de classer Éric Zemmour à l'extrême droite, C défend plusieurs fois une alternative afin d'amenuiser cette dénomination, le catégoriser comme droite hors les murs en mettant en avant l'avis de quelques politologues qui le considèrent de cette manière. Ouais, donc au lieu de dire extrême droite, tu fais droite hors les murs. J'imagine que ça amène pas le même imaginaire, quoi. Ça mène pas le même imaginaire. Ces modifications sont noyées au milieu de plus de 700 actions effectuées par C sur la page d'Éric Zemmour, dont certaines plus procédurières ou légitimes. L'objectif est clair, dissimuler dans un volume important celles qui pourraient paraître plus militantes ou orientées en faveur du candidat.
Il est toutefois arrivé que C modifie la page d'Éric Zemmour de manière un peu trop visible et que d'autres bénévoles le remarquent. Ainsi, le 3 décembre 2021, C décide d'ajouter une photo à la fiche d'Éric Zemmour. Une photo de Pétain et Laval sous Vichy. Quoi? Ok. En légende, il ajoute une assertion fausse. Philippe Pétain et Pierre Laval, dont la responsabilité dans la Shoah en France est sujette à débat. Ouais. Je sais pas chez qui, hein, mais bah si, chez l'extrême droite, elle est sujette à débat. Non, mais ça c'est quand même grave, tu vois. Genre, genre c'est du négationnisme, quoi. Vraiment. Enfin, bon, bref. Bref. Cet ajout sera rapidement supprimé, non sans une tentative de C de la maintenir. Au lendemain, plusieurs contributeurs s'interrogent sur ses motivations. Alors qu'il risquait le blocage pour une action, C a fait valoir la bonne foi, un argument fort dans la communauté Wikipédia, qu'il ne le prend pas à la légère. Son ancienneté le sauve, il n'est pas bloqué, écrit le journaliste. Ouais, donc voilà, donc il fait ces petites magouilles là en essayant, il fait genre des petites modifications par-ci par-là, mais il les noie dans un truc, genre dans les trucs banaux, on va dire, dans les trucs banals, genre pour alimenter une page Wikipédia quoi. Mais, mais c'est ça qui est bien vu que comme c'est méga transparent, finalement, même si c'est fait, il y a un moment ou un autre, ça va s'auto-corriger quoi. C'est ça un peu la force de Wikipédia, c'est que tu peux noter n'importe quoi, il y a un moment ou un autre, quelqu'un va venir corriger le truc. Donc voilà. Et donc il a déjà eu chaud aux fesses, apparemment. Une trahison pour l'écosystème Wikipédia tout entier. Fin décembre 2021, Samuel Lafont, le chef de la stratégie numérique d'Éric Zemmour, avait lui-même divulgué l'existence de cette petite cellule Wikipédia dans une interview aux Parisiens. Ah bah ça c'est malin. Ce partage d'informations un peu trop transparent avait d'ailleurs inquiété certains de ses membres, comme a pu le constater l'auteur de Au cœur du Z dans certains échanges en ligne. Dans l'interview, cependant, il n'était pas question de l'influence d'un contributeur aussi puissant et respecté que C. Pour bien comprendre l'ampleur de la trahison de C envers Wikipédia, l'auteur d'Au cœur du Z s'est entretenu avec Jules, un administrateur français qui connaît bien les rouages de l'encyclopédie et sa communauté. Ce dernier a également accepté d'expliquer à Numérama à quel point le comportement de C est contraire à ce qui fait la force de Wikipédia, la neutralité des points de vue, mais aussi le savoir-vivre envers les autres bénévoles. La neutralité des points de vue. Ouais, tendre à une certaine objectivité, mais genre tu prends différents points de vue pour essayer de donner une sorte de balance, quoi. Le savoir-vivre. Il nous explique. Oh, dégage de là, toi, je m'en fous de Galaxy. Il nous explique, statistique à l'appui, que C est devenu le premier contributeur de l'article d'Éric Zemmour en nombre de modifications, 32,7%, et deuxième en termes de contenu ajouté, 13,6% à la page. En réalité, il est également le premier, car cette première place est trustée par un utilisateur qui avait rétabli la page vandalisée, modifiant les statistiques. L'un des aspects rassurants repose sur le fait que Wikipédia se soit plutôt bien régulé. À plusieurs reprises, les modifications voulues par C n'ont pas été acceptées. Cependant, on voit quand même que cela ne repose que sur quelques bénévoles. Les personnes qui ont annulé des modifications venant de la cellule Wikizadia ne sont pas si nombreuses, s'inquiète Jules. Selon l'administrateur, les révélations concernant le comportement de C pourraient risquer d'abîmer indirectement la confiance entre bénévoles qui partagent le même sentiment de confiance et d'être mus par le même objectif. Écrire une encyclopédie. C le brise, regrette-t-il. Numérama a contacté C récemment dans l'attente d'un retour. Qu'adviendra-t-il du contributeur historique depuis l'apparition du livre des éditions Goutte d'Or? Tout dépendra maintenant de comment la communauté française de Wikipédia réagira. Il semble clair que le contributeur risque plusieurs punitions, allant du blocage à la suspension illimitée. Ce qui est certain, c'est que la communauté de bénévoles risque de mettre du temps à digérer cette trahison interne, aux conséquences graves sur la véracité des informations publiques consultées par des millions de citoyens sur la page la plus lue du Wikipédia français. Point final. Donc voilà. Activité militante. Ouais, on avait vu ça avec Oli en cours, que la communauté wiki. Ben ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui est rassurant quand même, c'est que finalement, tôt ou tard, ça finira par se savoir, quoi. Tous les petites magouilles, c'est pareil pour tous les autres pages wiki des politiciens, ça finit toujours par se savoir. Et c'est pas la classe en plus, hein, franchement, c'est pas la classe. Et j'ai cru voir passer dans un thread là sur Twitter que c'est du coup s'était fait dégager de manière définitive. Et ça, oui, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que le côté confiance, tu vois, genre, c'est vrai que ça peut tout péter parce que finalement, genre si un acteur aussi apparemment qui est pas un pilier mais qui est là depuis très longtemps
Finalement, est-ce que tu peux faire confiance à tous les autres? Bah, peut-être pas. Mais enfin bon. Donc voilà. Oui, en plus de ça, je trouve que ça rentre dans une sorte de truc global où les réseaux de droite, et surtout d'extrême droite sur Internet, ils sont extrêmement actifs et ils sont extrêmement efficaces en fait. Et j'avais vu par exemple, genre un bon exemple, ça faisait penser à ça là, sur Twitter, j'avais lu c'était dans le New York Times quoi, ou je crois, ou le The Guardian. En gros, Twitter a implémenté une fonctionnalité, c'est genre quand quelqu'un retweet ton tweet ou un truc comme ça, ou répond à un de tes tweets, si jamais tu trouves ça insultant ou quoi, tu peux toi-même signaler cette personne, enfin tu peux signaler la réponse ou le retweet, enfin la réponse, tu peux signaler la réponse, et du coup à partir d'un certain moment à partir d'un certain taux de signalement, bah ton compte se fait ban quoi, enfin genre tu te fais couper. Ah merde, comment on dit déjà? Les mots m'échappent, ça doit être de la fatigue. Genre tu te fais censurer quoi, enfin on clôt ton compte quoi. Euh, et du coup, les réseaux d'extrême droite, ils ont genre, mais directement, ce qu'ils expliquaient dans l'article, ouais, voilà, merci, tu es bloqué. Putain, j'ai du mal, hein. Et du coup, ils expliquaient dans l'article qu'il y a les réseaux d'extrême droite directement, parce que tu sais, genre quand ils posent des tweets qui sont plutôt sulfureux, dirons-nous, enfin, en gros, quand ils balancent leur saloperie d'extrême droite, leur saloperie d'arguments d'extrême droite, ben il y a des gens, tu sais, il y a des comptes plutôt de gauche qui viennent dénoncer ces trucs-là et tout ça. Et les gars, ce qu'ils faisaient, c'est que ils allaient en masse signaler genre tous ce genre de retweets et tout ça. Et du coup, ça bloquait des comptes comme ça. Et oui, c'est vrai que les groupes d'extrême droite sont hyper, ouais, les petits malins. Mais oui, et il y avait une super émission de France Culture là-dessus, justement, c'est un peu sur l'extrême droite et le web, à quel point pour montrer que finalement ils s'étaient très bien organisés. Parce qu'en plus, ils maîtrisent les codes et ils maîtrisent ça super bien, tout l'environnement, etc. Donc voilà, donc une manière d'essayer d'influencer, machin. Bon, après, est-ce que ça marche, tu vois? Est-ce que c'est un truc, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Parce que quelqu'un qui va lire la bio qui va aller sur la page de Wikipédia, sur la page Wikipédia de Zemmour et qui va voir par exemple, là, comme il disait, genre une photo de Pierre Laval et de Pétain, et en dessous avec le commentaire, ouais, le côté est-ce que Pétain et Laval sont impliqués dans la déportation des juifs français, etc. Si t'as eu des cours d'histoire, etc., généralement, tu vas pas gober ça comme ça, tu vois. Genre, tu vas dire non, c'est pas en débat en fait. Donc, est-ce que c'est très utile? En tout cas, c'est pas la classe. Et en plus de ça, le mec s'est fait kicker. Donc, enfin, il s'est fait dégager. Donc, voilà. Bon, bah voilà. Un bon petit live. Alors, il y avait du monde ou pas? Tiens, un jour, faudrait que j'apprenne à raider. Parce que depuis. Comment on fait ça? Est-ce que je peux raider depuis OBS Studio? Dis-moi, Paul, si tu es toujours là. Ou Margot, si tu sais. Bon, enfin, je le ferai un autre jour. Nanana, mode studio, paramètres. Non. Via ton compte Twitch. Ah, faut que j'aille sur mon compte Twitch? Attendez, je me remets en mode just chatting. Bon, ça vous a plu? Vous avez compris des trucs? J'ai pas été trop barbant. Table de bord, ok. Je suis une grande streameuse, c'est connu. Bah oui, Margot, je te suis tous les jours. Alors, se connecter. Non, c'était quoi? Merci, merci de me rassurer. Merci de me rassurer. Non, Oh. c'était quoi? Merci de me rassurer. Attendez. Merci de me rassurer. Non, Oh. c'était quoi? Merci de me rassurer. Ok. J'étais en live en plus en décalé, etc. Et ça apparemment ça bouclait. Alors, tu as fait tout mon repas, la préparation, la cuisson et le repas. Super. J'aime ça. Tu t'es fait quoi d'ailleurs? T'as mangé quoi? Si c'est pas indiscret. Tac, se connecter. Putain, ça rame un peu là. Fondue de poireaux. Ah, excellent ça, la fondue de poireaux. Avec des coquilles Saint-Jacques, ça c'est vraiment le turfu, hein. Moi j'adore.
Désolé, je file tel. Ok, bah salut Paul, c'était un plaisir de t'avoir. Et à la revoyure. Et moi j'adore. Désolé, je file tel. Ok, bah salut Paul, c'était. Oh punaise, ça casse les. Pardon. Ce temps de latence de l'enfer. Bah Paul, bonne soirée. Merci d'avoir été là et d'avoir participé. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Et puis à un prochain live. Ah punaise. Alors. Développer. Non. Je suis désolé. Je vais essayer de raider. Bah tiens, je vais. Le raid le plus genre le plus massif qu'ils vont avoir, genre je sais pas. Est-ce ils sont toujours en live les Backseat? Comment on fait? Ah, alors attends. Je suis désolé, Arlouk. Tu es mon expérience. Tableau de bord des créateurs. Je ne comprends même pas le vocabulaire. Hein? Du poireau? De la fondue de poireau? Tu cherches à faire quoi? Ah, j'essaye de faire un raid. Tu sais, en gros, c'est tous les followers que tu as, genre, enfin, tous les viewers que tu as dans le stream. Genre, par exemple, là, si j'en ai. Ouais, et dis donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 personnes. Genre, tu les envoies. Je sais pas comment ça se passe, mais en gros, tu les envoies sur un autre stream. Genre, c'est un peu une sorte de politesse entre streamers. C'est genre pour approvisionner. Genre, tu sais, genre, au lieu de dire au revoir, machin, tu vas te leur dire au revoir en disant, bah, tenez, il y a ça, pour pas les laisser sur le carreau, quoi. Genre, tenez, il y a ça, etc. Gestionnaire de stream. Alors, donc on va voir ce que ça fait. Je sais pas non plus ce que c'est. Mais voilà. Tenez bon chargement de votre activité en cours. Alors, lancer un raid sur une chaîne. Bon, attendez, je peux vous montrer ça peut-être pour que vous voyez le truc. Hop. Ça, c'est la. Apparemment, c'est comme ça que ça. C'est gérer le. Voilà, on me voit parler avec en décalage. Alors, lancer un raid sur une chaîne. Tac. Choisissez une chaîne pour lancer un raid. Chaîne suivie. Jean Massier. Ok. Bon alors là je sais pas du tout ce qui va se passer. Donc si jamais on se revoit pas, eh ben, bonne soirée. Merci Margot d'avoir été là, c'est super chouette. Ma plus grande fan. Mon support, mon épaule dans cette aventure de stream, dans cette aventure Twitch depuis le début. Euh... ouais, je fais une autre comme ça. Allez, je me lance, je me lance. Bon, j'espère que ça t'a plu, que j'étais plus ou moins clair. Et donc voilà, bon, je lance le raid. Donc bonne soirée et bonne fin de repas si t'as pas fini encore. Bon poireau. Hop, est-ce que ça marche? The Hoover, ready to raid, Jean Massier, int. Moi, je fais des raids massifs, quoi, vraiment. Alors, euh, comment on fait? Raid now? Ok. Putain, je comprends rien de comment ça marche, hein. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas s'il y a des gens qui sont encore là. Bon. Eh ben, disons que tout le monde est. Ah, je suis arrivé dans le stream de Backseat carrément. Bon. Allez, fin du stream.